Oui, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je m'excuse à l'avance parce que souvent je fais des audios en balade et quand je me balade, je croise parfois des choses, des gens, des événements inattendus qui font que je peux m'interrompre ou être un peu saccadé. C'est parce que je préfère faire des audios un peu quand je m'aère l'esprit et pas dans un bureau, devant un écran. Ça me coupe un peu l'inspiration. Ceci étant dit, j'ai une conversation avec un frère et au fur et à mesure de cette conversation, j'ai réalisé en fait à quel point c'était important pour moi de m'adresser aux frères et aux sœurs, bien sûr, que je qualifie d'idéalistes. Et je vais vous expliquer en fait par rapport à l'islam et même par rapport à Zemmour et beaucoup d'autres choses en fait. Je vais vous expliquer la puissance et la véracité du pragmatisme, du réalisme. Vous savez que c'est mon cheval de bataille depuis longtemps, hein. J'ai fait des audios sur l'hyper-réalisme, etc. Mais je voudrais vraiment aujourd'hui que les frères qui sont idéalistes, les frères et les sœurs idéalistes, comprennent à quel point en fait c'est dangereux pour eux-mêmes et pour les autres d'être idéalistes. J'ai acquis la conviction avec les années que la force de l'islam et la véracité de l'islam résidait dans son pragmatisme. En effet, en général, les religions, c'est beaucoup de symboles, c'est beaucoup de beaux sentiments, c'est beaucoup de principes un peu irréalistes, un peu inapplicables. Et donc on range son livre dans une bibliothèque où il prend la poussière et on en fait un peu un idéal inatteignable, un peu comme, je m'excuse, un peu comme les chrétiens. Ne juge pas, ton ennemi pourrait demain devenir un ami, tant l'autre joue, etc., etc. Et au final, bon, qu'est-ce qu'on voit? Les chrétiens, comme les autres, ils doivent se défendre. Les policiers chrétiens tirent sur des voleurs. On enferme des criminels à vie dans des prisons où on applique la peine de mort, chrétiens ou pas. Donc en fait, le réalisme s'impose malgré les beaux principes. Mais alors les gens, par orgueil, ils gardent leurs beaux principes, mais ils ne les appliquent plus. Ils les gardent comme un beau souvenir, un vieux souvenir. Et l'islam, en fait, la particularité, et il y a plusieurs anecdotes qui montrent que le prophète, sallam, en fait, c'était un pragmatique. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que l'islam a survécu et a pu slalomer entre les divers moments de haut et de bas. C'est le pragmatisme. Pas que le pragmatisme, l'intelligence, l'inspiration, la guidance, la protection divine, mais il y a du pragmatisme. Exemple, le pacte de Hudaybiyah. La plupart des compagnons, ils n'étaient pas d'accord que le prophète sallam signe sans marquer le messager d'Allah. Ils ont dit, oh prophète d'Allah, tu veux qu'on sorte notre sabre, qu'on leur coupe la tête? Il a dit non, non. Pourquoi il a dit non, non? Et pourquoi il a fait ce pacte? Parce que par pragmatisme, il a compris que parfois, il faut savoir, comment dirais-je, il faut savoir modérer ses idéaux pour qu'ils survivent. Je vais répéter la phrase. Il faut modérer ses idéaux pour qu'ils survivent. Dans le sens que on remarque en fait que dans tous les mouvements, extrême droite, extrême gauche, islam, islamisme, enfin tout ça, en général les idéalistes, soit ils finissent morts, soit ils finissent emprisonnés, ils sont hors jeu en fait. Et alors qu'est-ce qu'on voit? On les retourne. Un petit peu comme Fizazi au Maroc. Tu commences avec des discours très idéalistes, très idéalistes on va dire, et ça se termine par un discours très royaliste, très à plat ventriste, parce que le réalisme s'impose.
C'est-à-dire, ma famille a besoin de moi, j'ai passé X années en tôle, j'y ai vécu des sévices, et voilà. Alors les gens vont dire non, les vrais, c'est ceux qui ne changent jamais. On peut dire ça, mais après, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je vous mets en garde. L'idéalisme, ça peut paraître chevaleresque, ça peut paraître courageux, mais en fait, c'est surtout inconscient et contre-stratégique, contre-naturel, et donc, c'est voué, dans la plupart des cas, à se terminer dans une impasse. D'où la force et la véracité de l'islam, qui est une religion tellement pragmatique. Je citais des exemples au frère quand je parlais avec lui. Je dis, prenons l'histoire des femmes. Donc on est tellement critiqué sur les femmes, etc. Après la guerre 40-45, l'Allemagne a été inondée de prostituées. Les veuves des soldats allemands, qui n'étaient pas spécialement diplômés ou intellectuels ou formés à un quelconque travail, se sont prostituées par milliers dans les bars, dans les ports d'Hambourg et d'ailleurs. Et comme dirait un autre frère que je connais, il dit oui, bon, c'est bien de critiquer, tu proposes quoi? Ces femmes doivent manger, leurs enfants aussi. Alors c'est bien de dire à la prostitution, machin, pas bien. Ok, on fait quoi de ces milliers de femmes qui crèvent de faim? Et quand on n'a pas, un code de la route clair, précis, pragmatique, réaliste, eh bien en fait on bricole. On bricole. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe ici en fait, tout le monde bricole. Qui se prostitue, qui vend de la drogue, qui travaille au noir, qui déclare pas tous ses revenus, qui planque son fric en Suisse ou je sais pas quoi, qui s'expatrie pour avoir un meilleur salaire à l'étranger. Tout le monde bricole. Tout le monde bricole parce que en fait, voilà, le système est irréaliste et donc tout le monde est obligé de bricoler d'une façon ou d'une autre. Tu vas prendre un gars des cités, je sais bien que tout le monde aime les juger, moi je suis le premier à les critiquer, mais il faut aussi à un moment donné se mettre un minimum à la place. C'est-à-dire, tu as une tête d'Africain ou d'Arabe, tu as un nom d'Africain d'Arabe, pour des raisons, comment je veux dire, critiquables ou non, tu n'as pas fait des hautes études. Si on est réaliste, on sait que la personne, elle est mal partie. Elle aura des difficultés. Alors, je répète, comme avec les prostituées après la guerre 40-45, c'est bien de dire pas bien. Ok, on dit tous pas bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le gars, il a 16, 17, 18 ans, il a des envies, il aimerait bien se marier, il a envie de proposer quelque chose à une femme. Il voit que, son frère est en prison. Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme ça dans tous les domaines. Économie, mariage, relations parents-enfants, tout. La guerre. C'est à un moment donné, on peut dire plein de choses. Comme on dit en anglais, talk is cheap. Faire des audios comme ça, ou parler, c'est pas cher. Hein, ça n'implique rien, c'est facile. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Concrètement. C'est bien de donner des directives aux gens. Il faut faire la hijra. Et il ne faut pas se marier en Europe, il faut se marier à l'étranger. Et ceci, et c'est pas bien, et attention, et le voile, et nanana. Oui, ouais. Moi je peux vous faire de magnifiques audios avec des ordres. Et trucs, halal, haram, attention, Allah, le jour des comptes, la mort est proche. C'est très facile, hein. C'est pas compliqué du tout de faire ça. La problématique c'est, et c'est ça les gens qui arrivent à être écoutés à un moment donné, c'est de venir vers les gens avec du concret. Qu'est-ce qui a fait le succès de Trump aux États-Unis? Et qu'est-ce qui fait qu'on invite Zemmour partout? Soyons honnêtes, hein, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je m'excuse pour la parenthèse, mais c'est pour expliquer. Zemmour est le seul politicien, enfin, il n'est pas encore officiellement candidat, c'est la seule personne qu'on a envie d'écouter. Personne n'a envie d'écouter Macron, personne n'a envie d'écouter Xavier Bertrand, personne n'a envie d'écouter Hidalgo, personne n'a envie d'écouter Marine Le Pen. C'est des gens qui sont complètement has-been, qui sont complètement rayés de la carte. Parce que
Ils sont ou dans les discours irréalistes, ou dans les trucs pontifiants endormissants, et ça n'intéresse personne. Les gens, ils veulent, à un moment donné, quelqu'un qui est clair, qui vient avec des solutions claires, qui dénonce les problèmes clairement, qui vient avec des solutions claires, et qui a une vision claire. Sans ça, à juste titre, ça ne les intéresse pas. On peut le comprendre. Les gens, à un moment donné, ils en ont marre d'être baladés comme des bœufs, voilà. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce que Trump ou Zemmour, vous savez, Trump et Zemmour, je ne vais pas refaire un audio là-dessus, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais il y a beaucoup à dire. C'est pas des intellectuels, il ne faut pas croire. Hein. Zemmour, c'est pas un intellectuel. Zemmour, c'est un gars qui a lu. Il a lu et il régurgite. Voltaire disait, Napoléon a dit, et machin, il régurgite. Et il a une vision pleine de bon sens. Je vais vous donner un exemple. Il vient de passer en interview sur la chaîne YouTube Thinkerview. J'ai vu le début, j'ai pas encore vu la fin, je la verrai plus tard. À un moment donné, il dit quelque chose où tu es forcé de t'incliner. Encore, il est gentil, hein, parce que moi j'aurais été plus loin. Mais bon, tu es forcé de t'incliner. L'intervieweur lui dit, oui, mais bon, tous ces réfugiés africains qui crèvent de faim, et bientôt il y aura le changement climatique, il y en aura encore plus. Et machin, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse mourir? On les coule dans la Méditerranée? C'est quoi votre solution, monsieur Zemmour? Et Zemmour, en fait, en pragmatique qu'il est, à juste titre, il dit « Pourquoi c'est à nous de recueillir tous ces Africains? Nous, la France. Pourquoi nous? Pourquoi, à un moment donné, on s'attribue le rôle de sauveteur du monde, alors que nous sommes mal en point, alors que nous avons déjà des problèmes de gestion de l'immigration? Pourquoi? C'est nous. » Il dit, moi je dis non, je ne reçois pas. Je ne peux pas être mis devant le chantage de dire, si on ne les reçoit pas, ils meurent. Il dit, il n'y a pas que la France, il y a d'autres pays, il y a l'Australie, il y a le Canada, il y a la Chine. Pourquoi c'est la petite France, pleine de problèmes, qui doit se charger de ces gens? Et moi j'ai envie de dire, si on pousse le raisonnement plus loin, écoutez bien, pourquoi on demanderait à la France qui s'occupe de ces réfugiés africains, qui sont souvent musulmans, quand on parle du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, du Sénégal, etc., quand les pays dits musulmans qui ont de l'argent, Oman, Dubaï, Qatar, Abu Dhabi, etc., ne lèvent pas le petit doigt pour les musulmans du monde entier qui ont des problèmes. Est-ce que vous voyez des campagnes qui consistent à dire « Oh, musulmans de France qui vivaient dans les banlieues avec vos enfants qui doivent vendre de la drogue pour survivre, venez chez nous, terre d'accueil, Oumma islamique, entraide islamique. » Nada, niet. On te crache à la figure à l'ambassade. Dégage. Donc à un moment donné, moi j'en ai plus qu'assez des pleureuses maghrébines et musulmanes qui attendent en fait de la France, qui n'a rien en commun avec nous. Libération de la femme, pilule, mariage pour tous, gestation par autrui, je ne sais pas quoi, enfin, n'en jetez plus, qui doivent comme ça faire monts et merveilles pour les musulmans du monde entier qui ont des problèmes dans leur pays, qu'ils ont faim, qu'ils ont soif, que ça va mal. En quel honneur quand les pays dits musulmans sont contre-fiches? Pourquoi vous attendez et vous espérez que des non-musulmans vous tendent la main et soient plus justes que eux? C'est complètement dingue en fait. C'est dingue. On est dans l'irréalisme justement le plus absolu. On va voter pour Mélenchon parce que même s'il est franc-maçon et même s'il est anti-religion et même s'il est pro-kurde communiste, quand même il a osé dire que machin, donc on mendie, on supplie des miettes venant de gens qui normalement ne sont pas en charge de notre situation. Je sais pas comment expliquer. C'est déjà fou en fait que ces gens nous laissent nous soigner gratuitement, nous donnent des logements sociaux, des RSA, des APL, etc., etc. Et alors nous, on attend plus, on veut plus, on se plaint.
quoi? Ouais, mais t'as vu les juifs, eux ils ont le droit. Ah, mais les juifs c'est leurs amis. Il y a le dîner du CRIF, il y a le machin, il y a Jacques Attali qui est dans les Champs-Élysées, au palais de l'Élysée depuis 30 ans, il tourne. Klarsfeld qui va à la télé tout le temps. Enfin, faut rester sérieux, quoi. Et donc, je dis tout ça parce que ce qui manque cruellement aux musulmans de notre époque, c'est du réalisme. Parce qu'il y a trop, soit de victimisation, soit d'idéalisme. On va au Shem, amenez tous les bombardiers que vous voulez, nous ne craignons personne, Allah est avec nous, bientôt nous sommes aux portes de Jérusalem. Truc. Et puis, la débandade. Pourquoi? Parce que c'est l'idéalisme, c'est les émotions, c'est le côté qui ne ressemble pas au prophète sallam, qui était calme, qui était sur la réserve, qui était diplomate, qui réfléchissait, qui parfois faisait des choses qui avaient l'air d'être contre ses intérêts, mais qui en fait étaient pour, qui était stratégique, qui était patient, qui a mis des années avant de revenir à la Mecque victorieux, etc., etc. Nous, non, on veut être dans le déferlement d'émotions, on veut dans le déferlement d'idéalisme, et alors on n'a plus rien, tout s'effondre. C'est comme ici, il y a 10 ans. Il faut faire des examens de conscience, mes frères et sœurs. Il y a 10 ans, qu'est-ce qu'on voyait il y a 10 ans? Franchement, qu'est-ce qu'on voyait il y a 10 ans? Force analysa, je chote dans la loi française, mais je reste en France. On n'a peur de personne, Allah est avec nous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu mets tout le monde au trou, tu prends les biens, machin truc, tout le monde rentre dans le rang. Et bon, il y a plein de trucs comme ça, hein. Sharia for UK. Demain, sur le drapeau de Big Ben, il y aura la Tawhid. C'est fatigant, vous voyez. C'est fatigant. À un moment donné, il faut se rendre compte, c'est pas la voie à suivre. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Et c'est pas non plus comme veulent le faire les frères musulmans. On s'infiltre en politique, on devient comme eux, on fait des manigances, on ment, on fait ceci, on fait cela, on introduit des femmes dévoilées pour que, machin, dans 50 ans, on puisse... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La voie à suivre, elle est très claire. Elle est basée sur le réalisme. C'est-à-dire, voilà, les pays dits musulmans ne veulent pas de nous. Au contraire, ils nous laissent partir, ça les allège un peu la misère du pays. Et les pays riches musulmans ne veulent pas de nous non plus, parce que voilà, ils veulent le rester. Ce qu'ils veulent, c'est du tourisme ou d'autres riches qui viennent investir chez eux, etc. Nous sommes éparpillés aux quatre coins du monde, majoritairement dans des pays non musulmans. Le Canada, la Suède, l'Allemagne, enfin surtout les Turcs en Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, pleine de Marocains, de Tunisiens, etc. Voilà notre situation. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sachant que l'idéalisme et les émotions ne mènent qu'à des impasses, des gens schizophrènes, des divorces, des enfants déchirés entre deux réalités, enfin bref, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà souvent dit, ou dans une logique un peu, un peu juive, d'infiltration, d'influence, de lobby. Je ne dis pas que c'est... c'est un choix en fait, hein. C'est un choix. Moi personnellement, je trouve que c'est un choix qui est malsain pour des religieux. Mais bon, voilà, c'est mon avis, hein. Donc, à un moment donné, il faut voir la réalité en face et faire avec ce qu'elle est. Et trouver des solutions les plus... qui ne sont pas idéales, donc on revient à l'idéalisme, qui ne sont pas idéales, mais qui sont réalistes, qui sont vivables, qui sont applicables. C'est ça qui est important. À un moment donné, c'est comme si tu dis, moi, voilà, j'achèterai pas de voiture si c'est pas une Porsche. Depuis que je suis enfant, je rêve d'une Porsche, ça sera une Porsche ou rien. Et puis, voilà, 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu es là sans voiture, tu prends le bus et le train parce que tu veux une Porsche. À un moment donné, il aurait peut-être mieux valu dire, je vais commencer avec une 407 d'occasion, je vais essayer de la réparer pour qu'elle tienne le coup,
puis on verra, mais au moins je peux me déplacer, je peux déposer les enfants à l'école, je peux mettre les courses dans le coffre, on peut partir en week-end, voilà. C'est ça le réalisme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'idéalisme, et qui se termine souvent, parce qu'on montre toujours quand ça réussit, les startups, le auto-entrepreneur, oui, mais sur 10, t'en as 9 qui échouent, t'en as 9 qui perdent de l'argent, etc. Donc, j'ai pas dit qu'il faut pas tenter, j'ai pas dit qu'il faut pas tout ça, mais je dis de nouveau par réalisme, il faut essayer de trouver des solutions de moindre mal, de moindre mal. Et donc, à un moment donné, si on ne veut pas trafiquer sa religion, si on ne veut pas se retrouver humilié, je m'excuse, je le dis sans animosité, parce que les gens croient que quand je dis des choses, je me moque ou je sais pas quoi. Quand on voit un petit peu, par exemple, le parcours de Rachid El Djaï, c'est quand même une humiliation, quelque part. Je veux dire, tu commences en camis, gandora, grosse barbe, crier sur les minbars, etc. Et tu termines par pas grand-chose, en fait. Parce que, bon, il est devenu, comme beaucoup d'autres, une sorte de fantôme du net qui répète des choses archi connues, inintéressantes, qu'on a déjà entendues depuis 20 ans. Et c'est fini, quoi. C'est fini. Donc à un moment donné, moi ce que j'ai envie de dire à tout le monde, il faut se calmer, il faut essayer de se contrôler, parce que l'idéalisme c'est tentant. On est tous passés par là, moi j'ai eu mes moments d'idéalisme. Hein. Mais le problème c'est qu'il faut voir, ça débouche sur quoi, au final, l'idéalisme. Sur pas grand chose, voire une régression. Donc à un moment donné, il faut se dire, j'aimerais quand même avoir des résultats, j'aimerais quand même avoir des victoires, j'aimerais avoir des avancées, et pour ça j'ai le devoir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être réaliste. D'être réaliste. Je ne peux pas dire à tout le monde, pas bien, haram, t'es perdu, t'es une bida'at, machin. Je ne peux pas être dans une guerre généralisée, incessante, omnidirectionnelle, etc. Il faut à un moment donné aller étape par étape, attaquer le cœur du problème. Le cœur, on le connaît tous. Enfin, on le connaît tous. On l'a tous assez bien ciblé. En général, le cœur du problème, c'est le tawhid et tout ce que ça suppose face à l'islam culturel et l'islam tribal, c'est-à-dire voilà nos droits des musulmans algériens en France. C'est ça en fait le cœur du problème. C'est à un moment donné où tu crois que ta religion est une spécificité culturelle dans laquelle tu voudrais avoir le droit de manger ton mouton et d'appeler ton enfant Abdelaziz, machin, où tu crois surtout que l'islam est une vision, l'islam est une conviction et un objectif qui est qu'il n'y a pas de divinité parmi les créatures et les systèmes que les créatures inventent, modifient et changent. Il y a un seul créateur avec ses directives, avec sa vision du bien et du mal, du permis et de l'interdit, et que c'est ça en fait mon gouvernail de ma vie. Que c'est ça. C'est pas le fait de dire je veux mettre un turban sur ma tête, mais je vais voter, vive la République, vive la France. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est, voilà, je ne suis pas là pour provoquer les gens, je ne suis pas là pour faire peur aux gens, je suis là pour dire aux gens que moi qui suis tunisien, marocain, algérien, converti, africain, tout ce que vous voulez, je ne reconnais qu'un Seigneur, le créateur des cieux et de l'univers. Je ne me soumets mentalement qu'à une seule chose, ce qu'il a décrété, ses ordres, afin de l'adorer comme il se doit. Et que le reste, je suis pas en guerre, je ne suis pas pour tuer tout le monde, je ne suis pas pour manquer de respect à tout le monde. Mais je suis pour dire, voilà ce à quoi je crois, qui n'est pas ce à quoi vous croyez vous. Discutons-en. J'écoute vos arguments, vous écoutez les miens. Et laissez-moi
si vous êtes vraiment tolérant, démocrate, droit de l'homme, etc., laissez-moi vivre dans ma conception du bien et du mal, sans que moi, je n'interfère dans vos vies. Je ne vais pas venir chez vous, voir que vous mangez du porc, vous interdire de boire du champagne pendant les fêtes d'anniversaire, de voiler vos filles, de jeter votre frère homosexuel en haut d'un immeuble. Non. J'ai ma conception des choses, qui, je m'en rends compte, peut avoir l'air choquante pour quelqu'un qui en a une autre, exactement comme pour nous. Moi, toujours j'incite les gens, que vous soyez musulmans ou non musulmans, j'incite toujours les gens à se mettre dans la peau de l'autre. C'est tellement important. Mettez-vous dans la peau de l'autre. Vous savez, moi, quand je vois une série ou un documentaire sur l'islamisme, sur Daesh, sur, je sais pas, tout ça, et quand tu regardes, en fait, comment je vais dire, t'as un rejet. T'as un rejet. Je vous invite, pour ceux qui ont accès, c'est sur Netflix, allez voir la saison 5 de Prison Break. Tu vois ça, franchement, hein, tu vois ça, quand il est au Yémen et tout ça en prison, franchement, t'as pas envie de vivre au milieu de ces gens-là. Et tout n'est pas faux, c'est ça le comble. Tout n'est pas faux. C'est-à-dire que, bien sûr, on grossit le trait, bien sûr, on caricature, mais tout n'est pas faux. Et donc, il faut en tirer des leçons, parce que parfois, le regard des gens qui ne nous ressemblent pas, et qui montrent comment ils nous voient, c'est intéressant. Je suis bien forcé d'admettre que, même si c'est un peu exagéré, il y a une grande part de vrai. Il y a une grande part de vrai quand on voit les gens de Daesh au Yémen dans cette série. Et donc il faut analyser ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Et inversement, les non-musulmans doivent se rendre compte de quelle façon nous on les voit. Quand ils sont là, la marche des égalités, la marche des fiertés, adopter des enfants, LGBT, je mets des affiches, ma mère est lesbienne, mon père est queen, mon frère est bi, ma sœur est tri, mon chien est truc, enfin, nous on a l'impression d'être chez les fous. Pour eux c'est normal, la tolérance, l'amour, tout le monde a le droit de s'aimer, machin. Les gens sont dans leur monde, dans leur référence. Et ils pensent que c'est normal. Vous savez, quand vous voyez 10, 15, 20, 30 fois quelque chose d'anormal, à la fin, vous le trouvez normal. Hein. Maintenant, dans la plupart des séries Netflix, il y a toujours un couple homo ou un truc. Et à la fin, ça fait partie du paysage, en fait. C'est le but. C'est le but. J'en avais déjà parlé dans d'autres audios. Au début, on montre les choses sous l'aspect d'une blague. La cage aux folles avec Michel Serrault. Tout le monde rigole. Serrault habillé en abeille qui fait l'imbécile sur la scène, qui fait des petits cris efféminés, on rigole. Et au final, ça devient, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un film avec des cow-boys qui s'aiment et qui s'embrassent, et tout le monde applaudit, ah c'est beau l'amour. Voilà, on rigole plus du tout. Maintenant, on est très sérieux, au point que si tu dis quelque chose de pas bien, si tu te moques ou si tu rigoles, ben, c'est l'homophobie, c'est la prison, c'est les amendes. Donc les choses, elles évoluent avec le temps, parce que les choses se normalisent. Et donc je pense qu'il ne faut jamais, en tant qu'être humain, qui qu'on soit, il faut toujours en fait avoir conscience qu'on ne peut pas vivre dans une bulle, déconnectée de la réalité, et échafauder dans cette bulle toute une construction de l'esprit qui va nous éloigner en fait de la réalité des choses. Vous aviez il y a 10 ans des frères, ils vivaient en Europe, et ils pensaient être au milieu d'un califat, quoi. Ils étaient en turban avec des barbes, les nashids à fond dans les voitures, les rageuls, trucs. Et puis quoi? Et puis tu les retrouves, barbe taillée, ils sont magasiniers au magasin du coin. Comment ça va? Ah, ça va, c'est bien. Des hauts, des bas. Puis voilà, l'humiliation. Pour éviter l'humiliation, il faut à un moment donné se contrôler et dire attention, je ne peux pas m'envoler vers de l'idéalisme inconscient, je dois rester dans le concret, je dois rester dans le réalisme, je dois garder l'esprit bien ancré dans ce qu'il y a autour de moi. Je ne peux pas m'envoler. Oui, tu peux t'envoler dans des romans, dans des chansons, mais le problème c'est que ce n'est pas la réalité. C'est tout le drame par exemple de l'amour.
la conception que les gens s'en font, c'est que c'est souvent basé sur des séries, des chansons. Et face à la réalité, t'es choqué évidemment. On ne te prépare pas à travers ça à la routine, aux épreuves, à qu'est-ce que c'est qu'un homme, à qu'est-ce que c'est qu'une femme. Et donc tu as un choc. Et donc tu chutes. Et tu es humilié. Alors évidemment, les gens qui sont dans l'idéalisme, ils prennent toujours les gens réalistes pour une sorte de traître, ou comment ils disent encore, tu sointes la peur, tu sointes la peur. Quand tu parles de ça, on dit tu sointes la peur. C'est pas une question de peur, c'est une question d'à un moment donné avoir des résultats. Et pas accumuler les échecs pour dire, même si le monde s'effondre autour de moi, même si je perds tout, même si je vois que j'ai fait totalement fausse route, je reste sur mes idéaux jusqu'à la mort. Non, on reste sur ses principes, mais on doit composer avec la réalité, qui n'est pas l'idéal, qui n'est pas ce qu'on voudrait. Moi, je voudrais bien que Oman dise, chaque année, 1 million de musulmans peuvent venir, ils auront une petite maison, ils devront faire une formation pour aider à la construction d'une usine d'hydrogène, de centrales solaires, nous avons besoin de main-d'œuvre, nous avons besoin de professeurs de français, je sais pas quoi. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ni à Oman, ni à Qatar, ni à Dubaï. Là-bas, on dit si tu as de l'argent à investir, bienvenue. Il y aura 0% d'impôt, machin. Et ici, c'est pour faire du business. On n'est pas là pour parler philosophie ou religion. Et si tu es dans cet état d'esprit, welcome to Dubaï. Tu as tous les youtubeurs, youtubeuses qui se précipitent là-bas dans des appartes. Et ils sont là, la vie est belle, j'ai une Tesla, je suis à Dubaï. Voilà. Et puis au bout de 3 semaines, ils sont habitués et puis ça devient fade. Et donc, nous sommes face à cette réalité-là, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Tu viens avec des discours et des attitudes religieuses, encore plus en tant que converti, mais aussi en tant que local en Égypte, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, tu auras des problèmes. Tu auras des conséquences, parce qu'ils sont dans un autre cheminement, qui est le cheminement de la crise économique. La Tunisie, ça va très mal, l'inflation des prix, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'argent. On n'est pas là pour discuter chiffon. Alors le turban, le voile, le demi-voile, oui mais la habaya, oui mais le niqab, Fawzan a dit, ils ne sont pas là-dedans. C'est pas du tout leur problème. Et si tu viens avec ça, tu vas être mal vu. Et tu vas avoir des problèmes en pensant avoir fait Hijra, et c'est magnifique, c'est formidable. Donc il faut avoir une vision claire de la situation, lucide, même que c'est amer, même que c'est pas ce qu'on voudrait, même que ça suppose qu'on doit un peu, comment je vais dire, tempérer nos idéaux, mais au moins tu es dans le réalisme, au moins. Et donc tu suis pas des fausses pistes, tu suis pas des pistes de déception ou d'humiliation, qui sont souvent les pistes des idéalistes, ça se termine comme ça. Parce que nous sommes dans un monde, pour des raisons évidentes, de pragmatisme. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit dans l'audio, les 3 humains en nous, oui, il y a la spiritualité, oui, il y a la psychologie, mais il y a la biologie. On doit manger, on doit dormir, on n'aime pas être dans le froid, on n'aime pas avoir chaud, on n'aime pas que des mouches et des moustiques tournent autour de nous. C'est la réalité. Et tu ne peux pas y échapper. Que ça te plaise ou non. Le monde entier, 99,9% des gens sont soumis à des obligations biologiques. Tu n'as pas envie d'aller aux toilettes avec tout le monde qui te voit sans intimité. Tu veux un endroit un peu fermé, un peu discret, un peu ceci. C'est comme ça, c'est dans la nature humaine. Tu ne vas pas dire aux gens, pour tes idéaux, tu vas dormir 2 heures par nuit, tu vas manger des courgettes et de l'eau, tu vas aller aux toilettes devant tout le monde, tu vas prier dans un lieu qui sent mauvais, c'est pas possible, c'est pas réaliste quoi, c'est pas dans la nature des choses. Et donc c'est pas pour rien que plein de ces sœurs dans les camps de réfugiés sont partis avec des convictions et des idéaux très élevés. C'est pas à la portée de tout le monde, hein, de partir comme ça, la Turquie, le machin, truc. Et puis tu te retrouves à supplier les ambassades de ton pays de rentrer. Pourquoi ? Parce que la réalité s'impose. T'as pas envie que tes enfants restent malades. T'as pas envie d'être sous la coupe de Kurdes, communistes, etc. Tu dis, je suis mieux chez les gens des droits de l'homme dans les prisons,
il y a un plateau de bouffe, il y a la télé, je reçois du courrier, j'ai une cantine, je peux aller en balade, c'est propre. C'est comme ça. Tu peux trouver ça de la traîtrise, tu peux trouver ça de la lâcheté, mais c'est la réalité. Et le prophète sallam était un homme très pragmatique, très réaliste, très motivé, très patient, très endurant. Et c'est lui notre modèle. Le modèle, c'est pas le gars qui crie le plus fort, qui a la barbe la plus longue, qui parle sans arrêt de sabre et de kalachnikov. Notre modèle, c'est le prophète sallam, un homme complet, un homme réaliste, un homme qui a une vision à long terme, qui comprend la psychologie humaine et qui sait comment il faut vivre avec elle et à travers elle. C'est important, c'est vraiment important. Je vous laisse ici. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.